Bonjour, on est vendredi le 2 mars 2012. Et hier, à peu près à la même heure, c'est-à-dire vers 9h30, je reçois un coup de téléphone de Monsieur Claude Durand, des éditions Fayard. Et il me dit alors, et je comprends qu'il a l'impression que j'avais promis mon manuscrit, mon prochain manuscrit, pour la fin du mois de février. Alors, dans mon souvenir, c'était pour la fin du mois d'avril, heureusement. Et après notre conversation, je suis allé vérifier sur le contrat, c'est bien le 30 avril que j'ai promis de le rendre. Mais nous avons parlé et ça se passe toujours comme ça. Enfin, les bouquins qui sont publiés chez Fayard, c'est que Monsieur Claude Durand, qui est comme vous le savez sans doute, qui est une figure des milieux de l'édition en France, pour des raisons diverses, mais il a comment dire, il a été la pointe du combat. Il a été la pointe du combat à une certaine époque. Non, c'est une allusion au fait qu'il a créé une collection chez Au Seuil qui s'appelait Combat, à l'époque où il travaillait au Seuil, et qui a publié des livres qui ont fait l'histoire en France à cette époque-là. Et alors ça fait évidemment très très plaisir que quelqu'un comme ça, non seulement se préoccupe de ce que vous écrivez, mais aussi vous donne du conseil une fois qu'il a le manuscrit et participe au produit final. Alors le livre, dans le contrat, il s'appelle Comprendre enfin l'économie. C'est comme ça, c'est le premier titre qu'on avait donné au moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Et depuis, vous l'avez peut-être vu, moi je l'appelle les questions qui restent à résoudre. Et en réalité, bon, c'est le même sujet. Qu'on le prenne par un bout, c'est-à-dire comprendre enfin l'économie, ou quelles sont les questions qui restent à résoudre, c'est la même chose. Et ce qui m'aura guidé pendant cette année de réflexion pour essayer de produire un bouquin qui met les choses à plat. Une fois de plus, je n'arrive pas avec des solutions toutes prêtes. Moi, je sais pas, c'est pas mon boulot de venir avec des solutions, mais j'ai l'impression que je peux faire un certain travail qui peut être, je l'ai fait déjà dans un bouquin comme Le Prix, dans Le capitalisme à l'agonie, dans l'argent, pardon, dans l'argent mode d'emploi, et aussi de manière beaucoup plus générale, le cadre général de la pensée, de la réflexion, avec un bouquin comme Comment la vérité et la réalité furent inventées. Alors mettre les choses à plat. Et donc, ce qui m'a guidé au cours de cette année de réflexion là-dessus, c'est un bouquin. C'est un bouquin qui m'avait impressionné à l'époque où j'étais étudiant. Parce que j'avais un professeur qui s'appelait Robert de Vleschauer, qui était un professeur d'économie, des cours d'économie que j'avais en sociologie. Et le cours que j'ai eu une année, c'était essentiellement Monsieur de Vleschauer lisant pour nous, commentant un livre publié en 1909 par Charles Gide et Charles Rist, et qui s'appelle Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu'à nos jours. Et nos jours, à l'époque, c'était donc 1909. C'est un gros livre, c'est 700 pages, mais ce sont des gens qui possèdent leur sujet. Maintenant, souvent, qu'on achète un livre sur l'histoire de l'économie, on a l'impression de quelqu'un qui, passez-moi l'expression, pédale dans le yaourt, des gens qui ne connaissent pas vraiment le sujet dont il parle. C'est dommage. C'est dommage que la plupart des bouquins d'économie qu'on trouve maintenant, ce sont des gens qui parlent de choses qu'ils vraiment ne maîtrisent pas, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais à l'époque, en 1909, on avait encore une vision claire de ce dont il fallait parler, et donc ça m'aide énormément d'être retourné à ce bouquin, de l'avoir lu systématiquement, de l'avoir complètement griffonné, couvert de petites indications, de petites réflexions à ne pas perdre. Et alors donc, comprendre enfin l'économie, ou les questions qui restent à résoudre, c'est s'intéresser essentiellement à ces notions comme le travail, le profit, la propriété privée, la concurrence, la monnaie. Comment est-ce que tout ça marche ensemble? Et vous voyez, à cette époque-là, au début du XXe siècle, il y avait encore des gens qui essayaient de mettre tout ça ensemble, essayer de comprendre comment tout ça marchait. Après, on a cessé de s'intéresser à ça, et le résultat, c'est comme en 2008, quand tout s'effondre, on n'a plus la moindre idée, parce qu'il n'y a pas de gens qui s'intéressent au rapport entre la propriété privée, le profit, le travail, le capital, et ainsi de suite, comprendre comment ça marche.
Comment comprendre s'il y a des principes qui sous-tendent la distribution de la richesse? S'il y a de la richesse qui est créée, comment est-ce qu'on sait s'il y a de la richesse qui est créée? Comment on partage alors ensuite entre les intérêts, les revenus du capital, le travail, etc. Et quand le travail disparaît parce qu'on on remplace les gens par des machines, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il suffit simplement de mettre les ouvriers à la porte et puis, et puis qu'on n'en parle plus, qu'on s'en lave les mains, etc. Ou comment joue la fiscalité à l'intérieur de tout ça? Alors c'est ça qu'il faut faire. Il faut remettre ça à plat. Il faut remettre toutes ces catégories les unes par rapport aux autres, parce que si on veut proposer quelque chose, bon, et j'ai dit, c'est pas mon rôle, mais si on veut proposer quelque chose, il faut qu'on ait une notion claire de comment tout ça fonctionne. Ça peut pas être cette improvisation, ça peut pas être ces discours de campagne que je vois en France en ce moment, où on dit vraiment n'importe quoi, où on mélange les termes, où on parle d'une chose en l'appelant par un autre nom. On ne peut pas continuer à faire ça. Bon, ça fait des millénaires qu'on le fait, mais maintenant, ce coup-ci, maintenant, on ne peut plus continuer à faire ça. Alors voilà, j'espère que la fin du mois de février, pardon, la fin du mois d'avril, bah, j'aurai terminé, mais c'est sur ça que je travaille, pour essayer de mettre toutes ces questions à plat, et qu'au moins quand on commence quand on en parle, quand on y réfléchisse à nouveau, qu'on mélange pas tout et qu'on ait une carte, qu'on ait un plan, qu'on ait, comme avait voulu le faire Quesnay à la fin du XVIIIe siècle, François Quesnay, quand il a fait un tableau de l'économie, avec des flèches en disant ça passe d'ici vers là, on peut faire ceci on peut le calculer, ça on peut pas le calculer. Ceci se détermine par des facteurs objectifs et cette autre chose se détermine par des rapports de force et ainsi de suite. Il faut que tout ça soit clair. Bon, alors c'est à ça que je travaille. J'écris un petit peu moins de billets, sauf quand il y a vraiment des choses à dire. Un peu moins de billets ces jours-ci parce que je travaille là-dessus, parce que ça me paraît un travail important. Ça me paraît surtout être le rôle que je peux jouer, c'est-à-dire de simplifier la représentation de ce qu'on a, mais mettre à plat, simplifier, mettre les éléments en rapport, ceux qui jouent véritablement. Alors, pendant ce temps-là, mais c'est comme ça qu'on terminera aujourd'hui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a ça essentiellement dans l'actualité, il y a ces deux choses. Il y a cette réunion de l'International Swaps and Derivatives Association, l'ISDA, qui a décidé qu'il n'y avait pas eu d'événement de crédit en Grèce. Et puis, il y a ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire de la planche à billets, comme on dit, c'est-à-dire imprimer de l'argent parce qu'on en manque. Alors ces deux choses-là sont importantes en arrière-plan. La première, parce que comme je l'ai dit dans un billet hier, et comme je le dirai aussi dans mon prochain billet apparaître dans le supplément économie du monde, il y a une certaine neutralisation. Les spéculateurs sont en train de se neutraliser d'une certaine manière. Alors ça c'est bien, ça nous donne du répit. Et ils sont obligés de se mettre sur la touche parce que leur activité destructive dans les deux directions s'annule d'une certaine manière. Bon. Alors j'appelle ça, sur le mode dérisoire, de la dérision et sur le mode ironique, j'appelle ça une grande victoire des États, parce que les États regardent ça sur la ligne, en dehors du terrain, et disent ah oui tiens bon on peut peut-être en tirer parti d'une certaine manière. C'est pas parce que les États c'est pas parce que nos dirigeants prennent des décisions intéressantes, c'est parce que les autres font tellement de conneries que c'est comme ça que ça s'arrange un tout petit peu. Bon, alors oui, c'est une victoire qu'ils n'ont pas voulu, les États, c'est une victoire qui leur vient comme ça, tout chaud, tout rôti, mais c'est quand même une victoire de leur côté sur les marchés. Les marchés sont en train de s'autodétruire d'une certaine manière, ces marchés des capitaux, la part spéculative, parce qu'il faut toujours le dire, tant qu'il y aura du capital, c'est-à-dire tant que tout l'argent ne sera pas exactement à l'endroit où il sera nécessaire, il y aura bien du capital et il faudra bien que ça circule d'une manière ou d'une autre. La spéculation, c'est autre chose, c'est quand on joue, quand on fait des paris simplement, des paris qui introduisent un risque systémique parce qu'ils font tout s'écrouler, et qui d'autre part dérangent, déséquilibrent complètement le mécanisme de la formation des prix. Je regardais hier une discussion qui a eu lieu, c'était pas il y a tellement longtemps, c'était en France, je crois que c'était au niveau de l'Assemblée nationale, à propos de la spéculation, et ça commence la discussion comme ça. On est tous quand même d'accord pour dire que la spéculation, ça a un aspect positif. Et les bras m'en tombent. Bon, ça a été écrit, je ne sais plus si ça a été écrit en 2010 ou en 2011, mais qui est parmi
des gens qui se réunissent au niveau de, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale en France, et que la première chose qu'ils disent quand ils commencent une discussion sur la spéculation, c'est on est quand même tous d'accord pour dire que c'est un aspect positif, d'où est-ce qu'ils sortent? I mean, je veux dire, sur quelle, voilà, je fais de l'anglais, je veux dire, sur quelle planète ces gens vivent pour qu'on soit arrivé à leur verser dans le crâne avec un entonnoir que la spéculation, il y a quand même beaucoup d'argent qui a dû tomber. Je ne dis pas que ces gens soient achetés pour dire ça, mais les lobbies ont dû quand même dépenser beaucoup d'argent pour convaincre les milieux politiques que la spéculation c'est une bonne chose, parce que vous le savez, parce que ça apporte de la liquidité. Bon, personne ne se préoccupe de savoir ce qu'on veut dire exactement par là, mais que ces gens soient convaincus que, bon, alors la première chose, il faudrait quand même arriver, et c'est pour ça qu'on écrit des livres, des gens comme moi, c'est quand même pour que la prochaine fois que ces gens se réunissent, qu'il y ait quand même une unanimité pour dire la spéculation c'est une mauvaise chose, et il faut voir comment la supprimer. La spéculation ne joue pas un rôle positif. Ça amène du monde sur les marchés en plus, s'il n'y a personne sur les marchés, et du coup ça fait, il y a du brouhaha supplémentaire, et celui qui veut vendre à un niveau, à un centime particulier, il peut le faire, mais ce bénéfice, qu'est-ce qu'il représente par rapport aux inconvénients, par rapport au fait que c'est une machine parasitaire sur l'économie, par rapport au fait que ça détruit entièrement un mécanisme possible de la formation des prix, ce bénéfice est quasiment nul. Et dans le cas des opérations rapides, high frequency trading, la liquidité produite par un spéculateur est utilisée par un autre spéculateur, pas par les gens qu'on voudrait voir sur les marchés, parce que les marchés, ça va rester, il y aura toujours des marchés. On ne pourra pas toujours tout produire ce qu'on veut à l'endroit exactement où on veut l'avoir, c'est pas possible. Bon. Alors, ce côté-là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils se tirent tellement dans les pieds les uns les autres que ça fait quand même un peu de place pour qu'on fasse des choses sérieuses. L'autre, le point que je vais envisager en conclusion, c'est ce que fait en ce moment la Banque Centrale Européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, j'ai fait une vidéo en disant, ça y est, maintenant c'est sûr, c'est la fin du capitalisme. Et l'événement qui m'avait déterminé à dire ça, parce que j'étais dans, comment dire, j'étais à me gratter le crâne, je me disais, est-ce que ce système va survivre ou est-ce qu'il ne va pas survivre? Et là, c'est M. Bernanke qui a pris la décision qu'il fallait utiliser la planche à billets aux États-Unis. On appelle ça quantitative easing, mais ça, bon, c'est un nom sympathique parce qu'on ne veut pas. C'est comme croissance négative pour dire que tout se plante. C'est un terme sympathique pour dire qu'on va simplement créer de l'argent, des billets, on va créer de la monnaie, parce qu'on n'en a pas assez, parce qu'on en manque, parce qu'il y a trop de trous partout. Alors, ça, c'est un principe, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. On peut pas faire. Finalement, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses à l'intérieur de l'économie, mais il y a une chose qui est sacro-sainte, parce que ça fait s'écroler tout le système, c'est que les banques centrales, elles ne peuvent créer de la monnaie que parce que de la richesse, parallèlement, c'est déjà créé. Cette monnaie qu'on crée, ça doit être le reflet d'une richesse qui a été créée par l'activité de tout le monde, par le travail, etc. Ça fait partie de toutes ces choses qu'il faut mettre à plat et dont je parlais précédemment. La richesse a été créée, on peut créer de la monnaie en parallèle. Créer de la monnaie parce qu'il y a un trou et qu'on va remplir le trou en imprimant des billets, ça veut dire il y a de deux choses l'une, de deux choses l'une. Ou bien ça veut dire que la personne qui prend cette décision ne comprend absolument rien au mécanisme de la monnaie, et c'est quand même grave quand c'est le patron de la Federal Reserve, c'est quand même la principale autorité financière au monde. Si cette personne prend cette décision et qu'elle ne comprend absolument pas ce qu'elle est en train de faire, c'est très grave. Ça montre que nos connaissances sur l'économie, sur le fonctionnement de la monnaie, etc., sont nulles, absolument nulles. Ou bien cette personne sait, elle comprend ce qu'elle fait, et c'est à ce moment-là que c'est la mesure du désespoir, c'est le dernier truc qu'on essaye quand le bateau, ce sont les rustines, ce sont des tentatives, je dirais, de colmater la brèche dans le Titanic. Ça veut dire qu'on sait que ça coule et on essaye simplement de gagner du temps. Alors, ou bien le type comprend rien à ce qu'il fait, bon, et ça c'est inquiétant, ça montre que le système est terminé, ça veut dire que personne nulle part ne comprend comment ça marche, et ça veut dire que le système est terminé, ou bien il sait qu'il prend la dernière mesure avant l'écroulement final, et c'est la même chose. C'est pour ça qu'à ce moment-là, dans cette vidéo, j'ai dit, ça y est, c'est la fin du capitalisme. Alors, la nouvelle de ces jours-ci, bon, ça date quand même de quelques semaines, c'est que maintenant la Banque Centrale Européenne, avec à sa tête M. Mario Draghi, fait la même chose. Bon, c'est-à-dire qu'on est passé aux solutions du désespoir en Europe. Solution du désespoir,
c'est une possibilité, ou bien c'est le fait aussi qu'on a maintenant, nous aussi, à la tête de la Banque Centrale Européenne, quelqu'un qui ne comprend absolument pas comment la monnaie ça fonctionne, comment l'économie ça fonctionne, comment la finance ça fonctionne, de deux choses l'une, ou bien il sait que c'est la dernière, bon, c'est la construction du radeau parce que le système est terminé, ou bien il croit que c'est une bonne idée, et dans ce cas-là, bon, je dirais à la limite c'est encore plus inquiétant, ça veut dire que c'est ces gens-là qui nous dirigent sur le plan de l'économie, des gens qui n'ont pas la moindre idée comment tout ce truc marche. Alors voilà, tout ça, je l'annonçais un peu parce que je voulais relire quelques pages que j'avais écrites hier avant de prendre la vidéo, des bonnes et de mauvaises nouvelles. Les choses avancent. J'essaie de jouer mon rôle, moi, en écrivant mes livres, en écrivant mes billets, en mettant les choses à plat. Mais je crois que ça avance au niveau de la compréhension. Et puis, il y a des choses qui se passent parce que ce système est dans un tel état que ça passe ou ça casse en permanence et que par conséquent, les choses changent. Les choses changent automatiquement parce que il y a encore un pan qui s'écroule ici et une autre chose qui se rabiboche plus ou moins comme on l'a vu dans le cas des CDS, des Credit Default Swap, par la neutralisation de deux types de spéculateurs qui opèrent en sens inverse. Alors voilà, moi, dans l'ensemble, je trouve que tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça donne envie de continuer à réfléchir, de continuer à parler, de continuer à écrire, parce qu'on est dans une période, mes chers amis, on est dans un tournant pour notre espèce à la surface de cette planète, et il faut qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas une question de savoir qui on va élire à des élections, non, on est dans du plus sérieux, dans du plus lourd que ça. On est vraiment dans du très lourd. C'est vraiment la présence de notre espèce à la surface de cette planète qui est en train de se jouer. Bon, il restera bien, si la population tombe à 3 millions de personnes dispersées à la surface de la Terre, on pourra dire que l'espèce continue, mais enfin, ce sera quand même je dirais, un pas en arrière. Hein. On sera quand même d'accord que c'est un fameux pas en arrière. Alors, si on veut continuer comme on fait maintenant, il faut comprendre, il faut venir avec des idées sur comment réparer ce truc qui est en train de fuir de ce bateau, ce grand Titanic qui est en train de sombrer sous nos yeux, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'une fois que j'aurai mis à plat tous ces trucs de capital, propriété privée, etc., si on s'apercevait par hasard qu'il n'y a pas de solution possible, bon, alors là, ce serait effectivement gênant. Mais je ne crois pas. Il y a toujours moyen de trouver un moyen d'assembler les choses un petit peu autrement et d'avancer pour l'avenir. Voilà, alors à la semaine prochaine. Au revoir.